vais essayer de ne pas prendre la grosse tête à occuper la place du président. Hop. Puis surtout, je ne vais pas vous faire 15 minutes parce que ça va être vraiment lourd. Je ne sais pas si en plus il y a la personne qui conclut est déjà présente. En plus, j'ai un peu de peine à conclure en fait, sur les propos d'Anne-Terlez en introduction parce que je trouve qu'ils étaient déjà une bonne synthèse en eux-mêmes, en sachant remonter d'un cran, entre guillemets, sur des valeurs importantes. Peut-être juste quelques points rapidement. L'importance de l'ingénierie, des compétences, on l'a déjà dit. Et juste en rappelant en fait, le trio gagnant, enfin, entre guillemets, pour les collectivités, le conseiller info-énergie, qui travaille sur notamment l'information des particuliers, le conseiller en énergie partagée, qui travaille en particulier sur le pilotage et l'optimisation des consommations d'énergie des bâtiments publics, et puis les chargés de mission, chefs de projet, etc., énergie. Trois postes qu'il faut savoir, qui ne sont pas trois postes nécessairement uniques, c'est-à-dire que là-dessus, il faut traiter tous les publics, les citoyens, les collectivités, les agriculteurs, les entreprises, etc. Donc il y a du boulot. Et puis tous les secteurs et toutes les missions d'accompagnement, depuis l'information jusqu'au portage de projets. Et donc tout ça, évidemment, on ne peut pas le faire forcément à l'échelle d'un territoire, surtout quand il est un peu petit. Donc c'est la question de la bonne répartition entre l'interne, le mutualiser sur des structures intercommunales comme un pays, par exemple, ou un pôle d'équilibre territorial et rural. Et puis l'externe pouvant être à la fois du privé comme de l'associatif, mutualisé, ce qui est peut-être pas une plus mauvaise idée pour avoir une pérennité du suivi. Je pense que justement sur cette question d'animation, d'expertise extérieure, enfin ici ce serait effectivement l'agence locale, l'AREN, Biomasse Énergie, Biomasse Normandie, pardon, qui a été plusieurs fois citée. Voilà. La question, je pense, pour ces acteurs-là, d'autant plus dans le contexte d'aujourd'hui, c'est que moi ce que j'ai compris, c'est que c'était pas très compréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même beaucoup d'acteurs qui sont pas toujours trop mis en lumière, c'est pas si évident que ça. Et puis d'ailleurs, le financement même de ces structures et de leur mission n'est pas 100% assuré, en particulier dans un contexte de bousculement territorial, quand une association départementale est beaucoup soutenue par le département et que le département est moins censé travailler sur énergie. Les choses sont un peu rebattues, les cartes sont un peu rebattues. Et la question de la continuité, elle est assez fondamentale. Et ce que j'ai beaucoup entendu aussi de la part des collectivités, c'est on ne sait pas qui appeler. Et on ne sait pas où sont les financements et qui peut nous les informer. Donc il y a cette question aussi, alors je ne sais pas, c'est une question plus qu'une réponse, mais la question des guichets uniques, à la fois du guichet unique d'information, du guichet unique de financement. Il n'y en a peut-être pas un, mais au moins très clairement de savoir dire, vous êtes une collectivité, quel est votre point d'entrée? Ce point d'entrée pouvant après rediffuser. La problématique en fait, qu'on perçoit beaucoup, c'est qu'au niveau de l'organisation territoriale, et puis on a parlé effectivement de la loi NOTRe, contrairement à un de ses objectifs prioritaires, la loi NOTRe ne clarifie pas beaucoup les compétences. Et ce qu'on constate, c'est que chaque échelon territorial ayant aussi vocation à survivre, ne serait-ce que politiquement, il y a aussi, chaque échelon se crête en fait un système de normes qui peut différer de l'échelon supérieur. Alors là, quand on est à la base, ça devient un peu titanesque, la compréhension de ce système-là. Et d'ailleurs, il se crête des normes qui volontairement sont différentes des normes de celui d'à côté pour justement se différencier. Donc là, peut-être culturellement, c'est pas évident du tout, plus évident à dire qu'à faire, mais culturellement, il y a une sorte de cohérence à rétablir pour que ce soit compris à la base. Et puis juste deux éléments que j'ai beaucoup aimé, ville moderne, ville nucléaire. Voilà, c'était une vision des années 70. À l'époque, on envisageait qu'il y ait des pétroliers géants qui alimentent des citernes au bord d'une ville. Voilà. Ça, c'est une vision d'avenir, qui est une vision d'avenir qui n'est pas advenue, enfin, qui adviendra plus. Et donc, la question d'agir en contexte incertain, c'est évidemment quelque chose de crucial. Et agir en contexte incertain, en fait, il faut agir avec aussi des convictions. Parce que les projections d'experts, enfin moi j'ai pas eu l'occasion de vous présenter ça, mais projections d'experts sont toujours des scénarios, comme on dit business as usual, comme si les choses allaient se passer comme toujours. Et en fait, ce qu'on peut constater sur des révisions de scénarios, c'est qu'on se plante, en fait, puis on le constate de manière lourde, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie, le réseau de transport d'électricité, on fait des projections qui sont fausses. Et à un moment donné, il faut finalement poser des convictions un peu importantes et un peu, des fois, en dehors d'une certaine rationalité. Et juste pour conclure, moi j'ai beaucoup noté de termes. En fait, finalement, c'est que l'économie, des fois, ça suffit. Et il faut savoir revenir à plein de choses, comme les questions de bien commun, la biodiversité, le fait de pouvoir regarder le ciel, de bien dormir, d'avoir des beaux paysages avec des haies, des espaces de convivialité,
des choses naturelles, des choses essentielles, de la qualité de vie, enfin bref, de la vie. Et des fois, la vie est plus forte que l'économie.